Bonjour, je ne suis pas avec vous à l'occasion de cette réunion, donc je vous envoie un message pour vous dire à quel point, par rapport à la Palestine et à son peuple, nous vivons un moment d'espoir et un moment également de grandes, grandes inquiétudes et également un moment de spectacle terrifiant qui est que nous sommes en train d'assister en direct à un génocide en cours. Nous avons le sentiment de plus en plus fort que le crime sera mené jusqu'à son terme, hélas. Il sera mené jusqu'à son terme dans la mesure où Israël agit dans une impunité totale depuis maintenant plusieurs mois et il agit également avec l'appui d'une autre puissance, et pas n'importe laquelle, qui est les États-Unis d'Amérique, qui donne un feu vert absolu à tout ce qui se passe. Nous sommes aujourd'hui face à un bilan terrible, des dizaines de milliers, je disais, d'enfants morts, tués, assassinés. Je dis toujours qu'ils sont assassinés, qu'ils ne sont pas morts, dans la mesure où ces enfants n'étaient ni malades ni vieux. Ils sont morts ciblés et tués et bombardés. Nous sommes également face à une sorte de noir total par rapport à ce qui se passe, puisqu'il y a un blackout terrible sur la présence de la presse. Il n'y a que des journalistes palestiniens, ce qui leur a valu également d'être ciblés, assassinés. Nous approchons maintenant le chiffre terrifiant de 300 journalistes, femmes et hommes, abattus et ciblés et tués. Et je pense très souvent à cette conversation que j'avais vue dans Haaretz au début des affrontements, au début donc, des opérations militaires à Gaza, durant laquelle un général dit à ses hommes revenus d'opération à Gaza et qui lui ont fait part du fait qu'ils étaient extrêmement secoués par ce qu'ils avaient vu, ce qui s'y faisait. Et là, cette réponse est terrible. Il leur dit, vous savez, dites-vous une chose, mettez-vous une chose bien dans la tête, ce qui ne se voit pas n'existe pas. Et vous voyez sur quelle base ces journalistes ont été assassinés à la file l'un derrière l'autre. Nous avons également des hôpitaux bombardés, des universités qui n'existent plus, bref, une sorte de table rase d'un lieu dans lequel vivaient et vivent encore plus de 2 millions de personnes. Hier, à Paris, a été vue, et nous avons assisté, la proclamation à New York de la reconnaissance de la Palestine. Cette reconnaissance a créé beaucoup de discussions, à mon avis, en grande partie inutiles, dans la mesure où nous avons entendu tout et n'importe quoi sur qu'est-ce qu'un État, est-ce que cet État existe, est-ce qu'on peut reconnaître un État occupé, est-ce que ça sert à quoi que ce soit, est-ce que c'est pas seulement des symboles, bref, tout cela ne compte pas. Je voudrais vous dire en deux mots pourquoi nous avons de l'espoir. La décision française qui est formidable. Je dis elle est formidable parce qu'elle a entraîné, c'est la France qui a entraîné derrière elle un certain nombre de pays. Et ça montre que quand la France ose, elle a une puissance d'entraînement que beaucoup de pays n'ont pas. Ce qui est très intéressant dans la reconnaissance dans le texte et les fondements juridiques de la reconnaissance française, c'est que Emmanuel Macron est parti du 29 novembre 1947, lorsque eut lieu la décision de l'ONU du partage, c'est-à-dire de la création de deux États. Un État juif, les Israéliens n'existaient pas encore, ils étaient seulement juifs, et ce qu'ils appelaient l'État arabe qui désignait l'État palestinien. Ce qui est très intéressant dans ce point de passage, le point de départ, cette base, ce socle, c'est que dans la reconnaissance en 1947, il y a deux fois reconnaissance, une pour un peuple qui va être celui d'Israël, une pour un peuple, le palestinien, qui ne verra pas son droit à l'autodétermination exercé. Et donc, il y a une reconnaissance à ce moment-là, déjà, que Israël a un droit à l'autodétermination et le peuple palestinien, du peuple de ce qu'on appelait l'État arabe, dispose, il le porte, son droit à l'autodétermination, et maintenant, 8 décennies plus tard, ce droit n'est pas encore appliqué. Donc nous sommes partis sur une base de reconnaissance du droit, c'est l'essentiel.
dans cette reconnaissance. Que ça prenne après la forme d'un État ou pas, c'est une autre histoire. Ce qui est essentiel, c'est que le peuple palestinien porte dans ses mains son droit à l'autodétermination, ce qui implique, comme vous le savez, et détermine énormément de choses. Donc nous sommes maintenant face à un moment où il faut que ce droit à l'autodétermination soit pleinement appliqué. Et cela pose plusieurs conditions qu'il faut remplir. Donc nous sommes en train d'entrer avec cette reconnaissance qui est un grand moment. Nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle bataille, une bataille à plusieurs niveaux. Il faut tout d'abord déjà que l'État palestinien ou la Palestine comme membre de l'ONU, d'ailleurs quand le délégué de la France est au Conseil de sécurité, la plaque qui est devant lui n'est pas République française, c'est France. C'est les pays qui sont membres, même s'ils ont des États ou pas, qu'ils ont des royaumes, des monarchies, c'est les pays qui sont membres. Donc, nous devons entrer. Nous avons été reconnus, il y a maintenant, avec toutes les reconnaissances des dernières, nous sommes à peu près à 159 pays qui reconnaissent la Palestine, Israël à 139, c'est quand même une différence importante, mais ça ne se joue pas là, ce n'est pas un match de nombre de reconnaissances. Ce qui se joue, c'est qu'il est fondamental maintenant, même si vous êtes reconnu par tous les membres de l'ONU, il faut à un moment donné que vous fassiez candidature devant le Conseil de sécurité qui lui seul est habilité à vous donner le statut d'un membre complet, entier, à part entière. Et là va se passer la première bataille, on le soupçonne déjà son déroulement. Les États-Unis vont courir, prendre leur veto et bloquer cette première étape. Là, un paradoxe formidable, les États-Unis haïssent l'ONU. D'ailleurs, certains d'entre vous ont écouté le discours de Donald Trump à l'ouverture de la session de l'ONU. Ils ont été tout à fait fixés. Par contre, quand l'ONU peut servir, ils ne veulent pas de l'ONU. Ils ne veulent pas de l'ONU qui réglemente l'arrivée des vivres. Ils ne veulent pas de l'ONU qui réglemente l'arrivée des médicaments. Ils ne veulent pas de l'ONU qui dise qu'il y a des règles. Ça, ils n'en veulent pas. Par contre, quand l'ONU peut servir à travers le veto à bloquer l'arrivée de la Palestine dans l'ONU, là, ils en veulent beaucoup. Donc, nous allons aller à cette bataille du veto et il va falloir poser la pertinence du veto. Parce qu'il n'y a pas que la Palestine qui est en train d'être bloquée par le veto américain, ou d'autres sont bloqués par le veto chinois ou par les Russes. Il y a également une deuxième composante dans cette reconnaissance. C'est normal, on est en France, on est fixé sur ce que la France a fait. Et on n'a pas beaucoup regardé le document de la Grande-Bretagne. L'arrivée dans la reconnaissance de trois pays, l'Australie, le Canada et la Grande-Bretagne, c'est tout le Commonwealth, c'est l'Empire britannique qui est là dans la partie. Et là, le texte du Premier ministre britannique est extrêmement intéressant parce qu'il a une dimension de réparation, comme on dit, des réparations de guerre. Le paragraphe de la reconnaissance dit deux choses. Il dit, nous savons le tort que nous vous avons fait, et là il y a une allusion très claire à la période coloniale britannique, puisque de 1917 à 1948, nous sommes, sous le nom hypocrite de mandat, nous sommes une colonie anglaise. Il dit, nous savons le tort que nous avons fait et tout ce que nous avons causé. Nous savons également qu'en 1917, nous avons proclamé la déclaration Balfour qui appelait à la création d'un foyer national juif et qui ajoutait, dit-il, que ce foyer national, son apparition ne doit pas se faire au détriment des populations déjà présentes dans le lieu, c'est-à-dire nous, les Palestiniens. Et le Premier ministre ajoute, et ce deuxième élément de la déclaration Balfour, nous ne l'avons pas respecté, nous ne l'avons pas accompli. Donc il y a une question de réparation et de reconnaissance de faute au sens historique. Et il ajoute immédiatement à la suite de cela, c'est en fonction précisément de cela qu'aujourd'hui je reconnais le peuple de Palestine. Donc nous avons une reconnaissance très forte, il va bien falloir la porter. Maintenant, il y a la réalité. La réalité est désespérante. Emmanuel Macron a proposé un plan de solution avec des étapes. Il suffit même pas d'être acteur dans cette histoire, mais de suivre un peu pour voir le nombre d'obstacles qui vont devoir être surmontés. Et ce n'est pas une erreur de les avoir énoncés, hein, mais il faut bien voir que ça ne va pas être évident ni facile d'arriver à tout ce qui a été dit. On verra. C'est une bataille. Par contre, en attendant que toutes ces batailles se déroulent,
Il y a une seule urgence, une seule absolue, absolue, l'arrêt du massacre. L'arrêt du massacre. Et on ne peut plus continuer, on ne peut plus continuer à voir ces femmes, ces enfants, ces vieillards, ces civils, ces ambulanciers, ces journalistes assassinés. Assassinés, il n'y a pas d'autre terme. Le Hamas n'est pas battu. Le Hamas est intact. Ne vous faites aucune illusion. Et le Hamas, aujourd'hui, sert d'alibi fondamental à Benjamin Netanyahu pour arriver à ce qu'il annonçait pas plus tard qu'avant-hier. Il n'a pas dit victoire totale sur le Hamas. Il a dit jamais d'État palestinien. C'est ça qu'il annonce. Et le Hamas est un formidable alibi pour continuer à tout détruire. En disant, en fait, je ne le détruis qu'à lui, c'est pas vrai. Il est en train de détruire toute possibilité de paix. Dans cette destruction, Israël est en train, contraint ou pas, aveuglé ou pas, ivre de pouvoir ou pas. Israël est en train d'aller à son propre suicide. Israël va à son propre suicide. Israël est en train de tuer toute possibilité de vie commune dans l'avenir, dans un beau voisinage de respect mutuel et de liberté partagée. Donc voilà où nous en sommes. Nous sommes face à cette espèce de trame très compliquée. Mais nous savons qu'elle doit être la première urgence, celle de l'arrêt du génocide. Après, on parle, mais on arrête. Et pour arrêter le génocide, arrive la question fondamentale qui accompagne ce désir d'en finir avec les morts, d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, c'est la question des sanctions. Il faut qu'Israël soit contraint de fait d'actes externes à Israël, à commencer par les pays amis, ceux qui pensent qu'il faut le préserver à Israël. Il faut qu'ils commencent à prendre des sanctions. Faute de quoi? Faute de quoi le crime va aller jusqu'au bout. Donc vous voyez, le paysage n'est pas gai. Et encore, c'est un euphémisme. C'est très difficile. Nous sommes face à des situations extrêmement complexes. Et surtout, et là je sais que Barnaby, qui s'il m'écoutera, sera d'accord. Nous sommes en train, avec ce génocide en cours, avec cette folie qu'il y a maintenant d'appui à Netanyahou, parce que c'est quand même extrêmement, extrêmement inquiétant de voir le nombre d'Israéliens qui l'applaudissent, à commencer par les opposants président. Je pense par exemple aux déclarations de Lapid et d'autres dès qu'ils ont entendu parler d'un État palestinien. Ce qu'il faut bien, bien voir, c'est que pour des personnes, j'en suis, Elie Barnaby en est, et il y en a d'autres, qui se sont battus pendant des années, et bien avant qu'il y ait la crise, et bien avant le 7 octobre, pour l'avènement des deux États, le travail va être quasiment relevé de l'impossible. Ça va être très compliqué de dire, je parle pour les miens, de dire aux Palestiniens, après 40, 50, 60 000 enfants liquidés, il va falloir parler à l'autre monde. Ça va pas être une promenade, ni le fait des peuples qui vont se mettre à applaudir, ah, formidable, on va faire deux États. Pour le moment, il n'y a que de la mort dans le paysage, il n'y a que de l'injustice et il n'y a qu'un sentiment de cruauté absolue. Cruauté absolue. J'ai eu beaucoup de témoignages de Palestiniens qui sont ni des foudres de guerre, ni des gens du Hamas, ni tout ce que vous voudrez. Il y a une phrase qui revenait tout le temps en parlant des Israéliens. Je ne parle pas des Juifs, hein, des Israéliens, eux, quand ils parlent. Ils me disaient, tu sais, ces gens n'ont aucune miséricorde. Et ça va être très compliqué, très, très compliqué pour reprendre un jour un dialogue. Et comment faire pour sortir de cette crise si on ne se met pas à un moment ou à un autre à reprendre la parole avec l'autre bord. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité et je vous souhaite plein succès dans votre réunion.